Découvrez ou redécouvrez 11 nouvelles de science-fiction qui ont fait le succès de cette chaîne. Les micro-nouvelles de Dalkan Itari, spécial science-fiction, disponibles sur Amazon. Le petit robot perdu, d'Isaac Asimov. Les mesures concernant l'hyperbase avaient été prises avec une sorte de fureur démente, l'équivalent musculaire d'un hurlement hystérique. Pour les citer dans l'ordre à la fois chronologique et d'urgence frénétique, elles se présentaient comme suit. 1. Tous les travaux sur la propulsion hyperatomique dans le volume spatial occupé par les stations du 27e groupe astéroïdal étaient interrompus. 2. Ce volume spatial en entier était pratiquement rayé du système. Nul n'y pénétrait sans autorisation, nul ne le quittait sous aucun prétexte. 3. Les docteurs Suzanne Calvin et Peter Boger, respectivement chef psychologue et directeur des mathématiques à l'US Robot, furent amenés à l'hyperbase par vaisseau spécial du gouvernement. Suzanne Calvin n'avait jamais quitté la surface de la Terre auparavant, et n'éprouvait aucun désir spécial de la quitter cette fois. Dans l'ère de l'énergie atomique, alors que la propulsion hyperatomique était en vue, elle demeurait tranquillement provinciale. Elle était donc mécontente du voyage, peu convaincue de son urgente nécessité, et chacun des traits de son visage commun, où l'âge mûr avait marqué son empreinte, l'exprimait assez clairement durant toute la durée du premier repas qu'elle prit à l'hyperbase. De son côté, la pâleur distinguée du docteur Boger n'abandonna pas un certain aspect maussade, et d'autre part, le major général Kalner, qui dirigeait le projet, n'oublia pas une seule fois de garder son expression absorbée. En bref, ce repas fut un épisode bien terne, et la petite conférence à trois qui suivit débuta dans une atmosphère grise et compassée. Kalner, avec sa calvitie luisante et son uniforme de cérémonie fort mal adapté à l'humeur générale, commença avec une concision non dénuée d'une certaine gêne. L'histoire que je dois vous conter est étrange. Je dois d'abord vous remercier d'avoir bien voulu vous déplacer aussi rapidement, et cela sans qu'on vous ait fourni la moindre justification. Nous allons faire notre possible pour y remédier à présent. Nous avons perdu un robot. Les travaux sont interrompus et le demeureront tant que nous ne l'aurons pas localisé. Nous n'avons pas réussi jusqu'à présent, c'est pourquoi nous avons fait appel à des personnalités hautement qualifiées. Le général se rendit peut-être compte que sa mésaventure n'avait absolument rien de passionnant. Aussi poursuivit-il avec une sorte de découragement. Inutile d'insister sur l'importance de notre travail à la station. 80% des crédits affectés à la recherche l'année dernière nous ont été attribués. Nous savons parfaitement cela, dit aimablement Boger. L'US Robot touche de substantiels droits de location pour ses robots. Suzanne intervint dans la conversation avec une remarque brutale et acide. Qu'est-ce qui peut conférer une telle importance à un seul et unique robot dans le projet, et pourquoi n'a-t-il pas été retrouvé? Le général tourna sa face rouge vers elle et humecta rapidement ses lèvres. D'une certaine manière, nous l'avons repéré. Puis d'un ton quelque peu angoissé. Mais il faut que je m'explique. Sitôt que le robot a été porté disparu, on a décrété l'état d'urgence et arrêté tout mouvement dans l'hyperbase. Un vaisseau marchand s'était posé la veille et nous avait livré 2 robots destinés à nos laboratoires. Il avait à son bord 62 robots du même type, pour une autre destination. Nous sommes certains de ce nombre, il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet. Oui? Et quel est le rapport? Lorsque nous fûmes assurés que le robot disparu demeurait introuvable, s'il s'était agi d'une aiguille égarée dans une meule de foin, je vous assure que nous l'aurions retrouvé, nous convînmes en désespoir de cause de faire le compte des robots demeurés à bord du navire marchand. Ils sont actuellement au nombre de 63. De telle sorte que le 63e serait, si je ne m'abuse, l'enfant prodigue? Oui, mais nous ne possédons aucun moyen de déterminer lequel d'entre eux est le 63e. Suivit un silence de mort, au cours duquel la pendule électrique sonna 11 fois, et la robot-psychologue reprit la parole.
Très bizarre, dit-elle, et les commissures de ses lèvres s'abaissèrent. Elle se tourna vers son collègue avec un soupçon de violence. « Peter, que se passe-t-il donc ici? Quel type de robot utilise-t-on à l'hyperbase » Le docteur Boger hésita et sourit faiblement. Jusqu'à présent, c'est une question quelque peu délicate, Suzanne. Jusqu'à présent, en effet, dit-elle rapidement. S'il existe 63 robots du même type, dont l'un est recherché sans qu'on puisse déterminer son identité, pourquoi ne pas prendre le premier venu au hasard? Pourquoi tout ce remue-ménage? Pourquoi nous a-t-on fait venir? Si vous voulez bien me laisser placer un mot, Suzanne, dit Boger d'un ton résigné. Il se trouve que l'hyperbase utilise plusieurs robots dont le cerveau n'a pas entièrement été imprégné de la première loi de la robotique. Pas imprégné? Calvin se laissa retomber sur sa chaise. Je vois. Combien existe-t-il d'exemplaires de ce modèle? Oh, quelques-uns. Cette mesure a été prise sur l'ordre formel du gouvernement. Il était impossible de violer le secret. Nul ne devait être au courant, si ce n'est les responsables directement intéressés. Vous n'en faisiez pas partie, Suzanne. Et, quant à moi, la question ne me concernait nullement. Le général intervint avec une certaine autorité. Je voudrais m'expliquer à ce sujet. J'ignorais que le docteur Calvin avait été tenu dans l'ignorance de la situation. Inutile de vous rappeler, docteur Calvin, que les robots ont toujours rencontré une violente opposition sur la planète. La seule défense que le gouvernement pouvait opposer aux radicaux fondamentalistes, en l'occurrence, c'est que les robots sont toujours construits en vertu de la première loi, ce qui les met dans l'impossibilité absolue de nuire à un être humain, en quelque circonstance que ce soit. Mais il nous fallait impérativement des robots d'une nature différente. C'est pourquoi quelques modèles du type NS2, dit Nestor, furent préparés avec une première loi modifiée. Pour ne pas ébruiter la chose, tous les NS2 sont livrés sans numéro de série. Les articles modifiés sont livrés concurremment avec les modèles ordinaires et, comme de bien entendu, tous ces robots spéciaux sont programmés de façon à ne pas révéler leur nature au personnel non autorisé. Il sourit d'un air embarrassé. Tout ceci s'est retourné contre nous à présent. Les avez-vous interrogés sur leur identité? Demanda Calvin sévèrement. Vous êtes certainement habilité pour cela. Le général inclina la tête. Les 63 au grand complet nient avoir travaillé à l'hyperbase, et l'un d'eux ment. Celui que vous recherchez porte-t-il des traces d'usure? Les autres sont flambant neufs, non, je suppose? L'intéressé n'est arrivé que le mois dernier. Avec les 2 modèles amenés par le vaisseau marchand, il devrait être le dernier de la commande. Il ne porte aucun signe d'usure décelable. Il secoua lentement la tête et reprit son air absorbé. Docteur Calvin, nous n'osons pas laisser ce vaisseau reprendre son vol. Si jamais l'existence des robots qui ne sont pas soumis à la première loi devenait de notoriété publique... Il ne savait comment conclure sans demeurer en deçà de la vérité. Détruisez entièrement les 63 robots, dit carrément la robopsychologue, et qu'on n'en parle plus. Boger fit la grimace. Vous parlez froidement de détruire des robots valant 30 000 $ pièce. Je suis persuadé que l'US Robot n'approuverait guère une telle mesure. Il vous vaudrait mieux tenter un effort, Suzanne, avant de détruire quoi que ce soit. En ce cas, dit-elle d'un ton tranchant, il me faut des faits précis. Quel avantage exact l'hyperbase tire-t-elle de ces robots modifiés? Quel est le facteur qui les rend nécessaires, général? Kalner passa la main sur son front et rejeta en arrière d'imaginaires cheveux. Nos robots précédents nous ont causé des difficultés. Nos hommes travaillent en grande partie sur des radiations pénétrantes, voyez-vous. Elles sont dangereuses, bien entendu, mais de raisonnables mesures de précaution sont prises. Nous n'avons connu que 2 accidents depuis le début, et aucun n'a été fatal. Cependant, il était impossible de faire comprendre cette particularité à un robot ordinaire. La première loi dit, je cite, « Un robot ne peut nuire à un être humain, ni laisser sans assistance un être humain en danger. » En conséquence, lorsque l'un de nos hommes devait s'exposer durant un temps très court à un champ de rayons gamma, le plus proche robot s'élançait aussitôt pour l'arracher de la zone présumée dangereuse. Lorsque le champ était très faible, il y parvenait, et le travail se trouvait interrompu jusqu'au moment où l'on avait éliminé tous les robots présents. Mais, si le champ était un peu plus intense, le robot ne pouvait atteindre le technicien concerné, puisque son cerveau positronique était neutralisé par les rayons gamma.
Après quoi, nous étions privés d'un robot à la fois coûteux et difficile à remplacer. Nous avons tenté de les raisonner. Ils soutenaient qu'un être humain exposé aux rayons gamma se trouvait en danger et ne se souciaient nullement qu'il pût y demeurer sans risque durant une demi-heure. Supposons, objectait-il, qu'il s'oublie et demeure une heure entière dans le champ. C'est un risque qu'ils ne pouvaient courir. Nous leur fîmes remarquer qu'ils risquaient leur existence pour prévenir une éventualité qui n'avait que des chances infimes de se produire. Mais l'instinct de conservation n'est mentionné que dans la 3e loi, sur laquelle la 1re loi concernant la sécurité des êtres humains possède la priorité. Nous leur avons donné des ordres, nous les avons sommés de se tenir à tout prix à l'écart des rayons gamma. Mais l'obéissance n'est que la 2e loi de la robotique, et la 1re loi a le pas sur elle. Docteur Calvin, nous avions le choix entre nous passer entièrement de robots ou modifier la 1re loi. Ce choix, nous l'avons fait. « Je n'arrive pas à croire, dit le docteur Calvin, qu'il ait été possible de supprimer la 1re loi. Elle ne fut pas supprimée, mais modifiée, expliqua Kalner. Des cerveaux positroniques furent construits de telle sorte qu'ils ne conservaient que les aspects positifs de la loi, dont les termes devenaient simplement « un robot ne peut nuire à un être humain ». Et c'est tout. Rien ne les porte plus à soustraire un homme au danger résultant d'une éventualité extérieure, telle que les rayons gamma. Me suis-je exprimé correctement, docteur Boger? Oh, oui, tout à fait, approuva le mathématicien. Et c'est le seul point qui différencie vos robots du modèle NS2 normal? Le seul et unique, Peter? Le seul et unique, Suzanne. Elle se leva. J'ai l'intention de dormir à présent, dit-elle d'un ton définitif. Et dans 8 heures, je voudrais parler à la personne qui a vu le robot la dernière. Et dorénavant, général Kalner, si je dois assumer la responsabilité des événements subséquents, j'exige de prendre la direction de cette enquête, sans contrôle ni restriction. Si l'on accepte 2 heures d'une torpeur pleine de lassitude, Suzanne Calvin ne connut rien qui ressemblât, même de loin, au sommeil. Elle signala sa présence à la porte de Boger à 7 heures, heure locale, et le trouva également éveillé. Il avait apparemment pris la peine d'apporter une robe de chambre à l'hyperbase. Il reposa ses ciseaux à ongles lorsque Calvin pénétra dans la pièce. « Je m'attendais plus ou moins à votre visite, dit-il doucement. Je suppose que toute cette histoire vous donne des hauts le cœur. »« C'est exact. »« J'en suis désolé. Je ne pouvais pas faire autrement. Lorsque j'ai reçu l'appel de l'hyperbase, j'ai compris immédiatement que les Nestors modifiés s'étaient mis à dérailler. Je ne pouvais pas vous mettre au courant de la question au cours du voyage, comme j'aurais aimé le faire, car je devais d'abord m'assurer que mon intuition ne m'avait pas trompé. Cette modification est archi-secrète. « On aurait dû me prévenir, » murmura la psychologue. L'US robot n'avait pas le droit de modifier les cerveaux positroniques de cette manière, sans l'approbation d'un psychologue. Boger leva les sourcils et soupira. « Soyez raisonnable, Suzanne. Vous n'auriez pas pu les influencer. En l'occurrence, le gouvernement était décidé à parvenir à ses fins. Il désire obtenir la propulsion hyperatomique, et les physiciens exigent des robots qui ne se mettent pas en travers de leurs travaux. Ils étaient destinés à les obtenir, même en trafiquant la 1re loi. Nous avons dû admettre que la chose était possible sur le plan de la construction. Et les hauts fonctionnaires intéressés ont juré leur grand Dieu qu'ils ne désiraient que 12 de ces robots, qu'ils ne seraient utilisés qu'à l'hyperbase, exclusivement, qu'ils seraient détruits sitôt que le dispositif aurait été mis au point et que toutes les précautions nécessaires seraient prises. Ils insistèrent également sur le secret et voilà la situation telle qu'elle se présente. J'aurais donné ma démission, dit le docteur Calvin entre ses dents. Oh, cela n'aurait pas servi à grand-chose. Le gouvernement offrait une fortune à la compagnie et la menaçait d'une législation anti-robot en cas de refus. Nous étions coincés dès ce moment, et nous le sommes encore davantage maintenant. Si la chose venait à s'ébruiter, Kalner et le gouvernement en pâtiraient, mais l'US Robot en pâtirait encore bien davantage. La psychologue le dévisagea. « Peter, vous rendez-vous compte de la gravité de cette mesure?
Comprenez-vous ce que signifie l'abrogation de la première loi? Il ne s'agit pas seulement d'une question de secret. Je sais ce que signifierait l'abrogation, je ne suis pas un enfant. Cela voudrait dire une instabilité totale. Mathématiquement parlant, oui, mais pouvez-vous traduire cela en pensée psychologique crue? Toute vie normale, Peter, qu'elle soit consciente ou non, supporte mal la domination. Si cette domination est le fait d'un inférieur, ou d'un inférieur présumé, le ressentiment devient plus intense. Physiquement et dans une certaine mesure mentalement, un robot, tout robot, est supérieur aux êtres humains. Qu'est-ce donc qui lui donne une âme d'esclave? Uniquement la première loi. Sans elle, au premier ordre que vous donneriez à un robot, vous seriez un homme mort. Et vous parlez d'instabilité? Suzanne, dit Boger d'un air amusé et compréhensif à la fois. Je veux bien admettre que ce complexe de Frankenstein que vous venez de définir avec talent se justifie dans une certaine mesure, d'où la première loi, mais cette loi, je le répète, et je le répéterai encore, n'a pas été abrogée, mais modifiée. Et que faites-vous de la stabilité cérébrale? Le mathématicien avança la lèvre inférieure. Diminuée, naturellement, mais elle demeure dans les limites de la sécurité. Les premiers Nestors ont été livrés à l'hyperbase, il y a 9 mois. Et il ne s'est rien produit d'anormal jusqu'à présent. Encore ne s'agit-il que de la crainte de voir le secret divulgué sans qu'aucune vie humaine n'ait été mise en danger. Ah, dans ce cas, tout va pour le mieux. Nous verrons bien ce qui ressortira de la conférence de ce matin. Boger la reconduisit poliment à la porte, et se livra à une mimique éloquente sitôt qu'elle eut disparu. Il ne voyait aucune raison de modifier l'opinion qu'il s'était faite une fois pour toutes sur son compte, en la considérant comme une vieille haridelle aigrie par le célibat et bourrée de frustration. Les pensées de Suzanne Calvin n'incluaient pas Boger, le moins du monde. Elle l'avait rejeté depuis des années de son esprit comme un fat, un prétentieux et un arriviste. Gérald Black avait passé ses certificats de physique de l'éther l'année précédente et, comme tous les physiciens de sa génération, se trouva engagé dans la solution du problème de la propulsion. Il apportait sa contribution personnelle à l'atmosphère des réunions qui se tenaient à l'hyperbase. Dans sa blouse blanche toute tachetée, il se sentait d'une humeur quelque peu rebelle et totalement incertaine. Sa force massive semblait chercher un exutoire, et ses doigts qu'il tordait en gestes nerveux auraient facilement décelé un barreau de prison. Le major général Kellner avait pris place près de lui. Les 2 envoyés de l'US Robot s'étaient assis de l'autre côté de la table. « On me dit que je suis le dernier à avoir vu Nestor 10 avant sa disparition, » dit Black. « Je suppose que c'est à ce sujet que vous désirez m'interroger. » Le docteur Calvin le considéra avec intérêt. « On dirait à vous entendre que vous n'en êtes pas tellement sûr, jeune homme. Savez-vous réellement si vous avez été le dernier à le voir ?»« Il travaillait avec moi, madame, sur les générateurs de champ, et il est resté près de moi pendant la matinée au cours de laquelle il a disparu. Je ne saurais dire si quelqu'un l'a aperçu au début de l'après-midi. Nul ne l'avoue en tout cas. »« Pensez-vous que quelqu'un mente ?» Ses yeux sombres s'embrasèrent. « Je ne dis pas cela, mais je ne dis pas davantage que je désire voir la faute retomber sur moi. » Il n'est pas question d'accuser qui que ce soit. Le robot a agi de la sorte en raison de sa conformation. Nous essayons simplement de le retrouver, monsieur Black, en mettant tout le reste de côté. Donc si vous avez travaillé avec le robot, vous le connaissez probablement mieux que personne. Avez-vous remarqué quelque chose de spécial dans son comportement? Aviez-vous déjà travaillé avec des robots auparavant? J'ai déjà travaillé avec d'autres robots de la base, les modèles simples. Les Nestors ne diffèrent en rien du type normal, à ceci près qu'ils sont notablement plus intelligents, et aussi plus exaspérants. Exaspérants? À quel point de vue? Eh bien, ce n'est pas leur faute. La besogne ici est rude et la plupart d'entre nous deviennent un peu nerveux sur les bords. Ce n'est pas tous les jours amusant de jouer avec l'hyperespace. Il sourit faiblement, trouvant un soulagement dans cette confession. Nous courons continuellement le risque de percer un trou dans le tissu normal de l'espace-temps, et de choir hors de l'univers, astéroïdes et tout le reste. Cela paraît farfelu, n'est-ce pas? Naturellement,
Nous sommes parfois sur les nerfs. Mais il en va différemment pour ces Nestors. Ils sont curieux, ils sont calmes, et ils ne se font pas de soucis. Il y a de quoi parfois vous faire perdre la boussole. Lorsque vous leur demandez quelque chose de toute urgence, ils semblent prendre leur temps. Parfois, j'ai l'impression que j'aimerais autant me passer d'eux. Ils prennent leur temps, dites-vous. Ont-ils jamais refusé d'obéir à un ordre? Oh non, dit-il vivement. Ils obéissent parfaitement. Seulement, ils vous avertissent lorsqu'ils pensent que vous vous trompez. Ils ne connaissent rien du sujet à part ce que nous leur en avons appris, mais cela ne les arrête pas. C'est peut-être un effet de mon imagination, mais mes collègues éprouvent les mêmes ennuis avec leur Nestor. Le général Kalner s'éclaircit la voix d'une façon qui n'annonçait rien de bon. Pourquoi ces doléances ne m'ont-elles pas été soumises, Black? Le jeune physicien rougit. Au fond, nous ne désirions pas réellement nous dispenser des robots, monsieur. Et en outre, nous ne savions pas trop de quelle façon ces doléances mineures seraient reçues. Boger intervint doucement. S'est-il produit quelque chose de particulier dans la matinée précédant sa disparition? Il y eut un silence. D'un geste discret, Calvin étouffa le commentaire que Kalner s'apprêtait à émettre et attendit patiemment. Puis Black prit la parole avec un débit que la colère rendait saccadé. « J'ai une petite algarade avec lui. J'avais cassé un tube de Kimball ce matin-là et gâché ainsi 5 jours de travail. J'avais pris du retard sur tout mon programme. Je n'avais pas reçu de courrier de la maison depuis au moins 2 semaines, et c'est le moment qu'il a choisi pour venir tourner autour de moi et me demander de recommencer une expérience que j'avais abandonnée depuis 1 mois. Il n'arrêtait pas de me harceler sur ce même sujet, et j'en avais littéralement par-dessus la tête. Je lui ai dit de s'en aller, et je ne l'ai plus revu. »« Vous lui avez dit de s'en aller ?» demanda le docteur Calvin avec un intérêt soudain. En employant ces mêmes mots, avez-vous dit « allez-vous-en » ? Essayez de vous rappeler les termes exacts. Apparemment, un combat intérieur se livrait dans le physicien. Black plongea un moment son front dans sa large paume, puis, le découvrant, il jeta d'un ton de défi. « Je lui ai dit « Allez vous perdre !» Boger émit un petit rire. « C'est précisément ce qu'il a fait. » Mais Calvin n'en avait pas terminé. « Cette fois, nous progressons, monsieur Black, » dit-elle d'un ton cajoleur. « Mais les détails exacts sont importants. Pour comprendre les réactions d'un robot, un mot, un geste, un accent peuvent avoir une signification capitale. Étant donné votre humeur, vous n'avez pas pu vous borner à ces 3 simples mots. Vous avez certainement donné plus de force à votre discours. » Le jeune homme rougit. « Il se peut que je lui ai donné quelques noms d'oiseaux. » « Quel nom d'oiseau, précisément ?»« Il m'est difficile de me souvenir exactement. De plus, je ne pourrais pas les répéter. Vous savez ce qui se passe lorsqu'on s'énerve. » Il laissa échapper un rire niais et embarrassé. « J'ai une tendance à employer un langage assez sévère. »« Les mots ne me font pas peur, » répliqua-t-elle avec une sévérité affectée. « Pour le moment, je suis psychologue. J'aimerais vous entendre répéter exactement, dans la mesure où vous vous en souvenez, et, chose plus importante encore, le ton de voix exact que vous avez employé. » Black chercha un appui auprès de l'officier, n'en trouva pas. Mais ses yeux s'agrandirent et prirent une expression suppliante. « Je ne peux pas. »« Il le faut. »« Supposons, dit Boger, avec un amusement mal dissimulé, que vous vous adressiez à moi. La chose vous semblera peut-être plus facile. » Le visage écarlate du jeune homme se tourna vers Boger. Il avala péniblement sa salive. « J'ai dit... » Sa voix se perdit dans un souffle. Il essaya de nouveau. « J'ai dit... » Alors il prit une profonde inspiration et l'expectora aussitôt à grande vitesse, en une longue succession de syllabes. Puis, avec ce qui lui restait de souffle, il conclut presque en larmes. « Plus ou moins, je ne me souviens plus de l'ordre exact des épithètes dont je l'ai gratifié. J'ai peut-être omis
l'un des termes ajouté un autre, mais c'est à peu près dans ce goût-là. Seule une coloration extrêmement légère trahit les sentiments que pouvait éprouver la psychologue. Je suis à peu près informé du sens de la plupart de ces expressions. Les autres sont également offensantes, je suppose. J'en ai peur, acquiesça le malheureux Black, qui était sur des charbons ardents. Et dans cette litanie pittoresque, vous avez trouvé le moyen de lui dire d'aller se perdre. Je parlais au figuré. Je m'en doute. Il n'est pas question de vous infliger une sanction disciplinaire quelconque, j'en suis certaine. Sous son regard, le général, qui n'en était pas certain du tout 5 minutes auparavant, hocha la tête avec colère. Vous pouvez disposer, monsieur Black. Il fallut 5 heures à Suzanne Calvin pour interroger les 63 robots. Ce furent 5 heures durant lesquelles, avec un magnétophone bien dissimulé, elle dut répéter sempiternellement les mêmes interrogations, passer d'un robot à un second parfaitement identique, poser les questions A, B, C, D, et recevoir les réponses A, B, C, D, et conserver un visage impénétrable. En terminant, la psychologue se sentait complètement vidée de son énergie. Baugé l'attendait et jeta sur elle un coup d'œil interrogateur lorsqu'elle claqua la bobine du magnétophone sur le revêtement plastique de la table. Elle secoua la tête. 63 robots identiques. Je n'ai pas pu découvrir la moindre différence entre eux. Vous ne pouviez vous attendre à reconnaître à l'oreille celui que vous cherchiez, Suzanne, si nous analysions les enregistrements. Normalement, l'interprétation mathématique des réactions orales des robots est l'une des branches les plus complexes de l'analyse robotique. Elle exige une équipe de techniciens entraînés et le secours d'ordinateurs perfectionnés. Baugé ne l'ignorait pas. Il dut en convenir en cachant une profonde contrariété, sous des dehors impassibles, après avoir entendu chacune des réponses, dressé une liste des variations et des graphiques rendant compte des intervalles entre les réponses. Je ne découvre aucune anomalie, Suzanne. Les variations de vocabulaire et les temps de réaction se trouvent dans les limites de fréquence habituellement constatées dans les interrogatoires de groupe. Il nous faut employer des méthodes plus fines. La base doit posséder des ordinateurs, non? Il fronça les sourcils en rongeant délicatement l'un de ses ongles. Nous ne pouvons utiliser les ordinateurs. Le danger de fuite serait trop grand. Ou peut-être pourrions-nous... Le docteur Calvin l'interrompit d'un geste impatient. « Je vous en prie, Peter. Il ne s'agit plus ici de l'un de vos gentils problèmes de laboratoire. Si nous n'arrivons pas à identifier le Nestor modifié par quelque particularité évidente à l'œil nu, et sur laquelle il soit impossible de se tromper, tant pis pour nous. D'autre part, le danger de se tromper et de lui permettre de s'échapper est trop grand. Il ne suffit pas de déceler une irrégularité minime sur un graphique. Je vous le répète, si nous ne disposions pas de certitudes véritables pour appuyer nos convictions, je préférerais les détruire jusqu'au dernier, pour ne pas courir de risque. Avez-vous parlé aux autres Nestors modifiés? Parfaitement, répondit sèchement Baugé. Et je ne leur ai rien trouvé d'anormal. Leurs dispositions amicales, entre autres, sont supérieures à la moyenne. Ils ont répondu à mes questions, se sont montrés fiers de leurs connaissances, sauf les deux nouveaux qui n'avaient pas eu le temps d'apprendre grand-chose. Ils ont ri avec bonhomie de mon ignorance en quelques-unes des spécialités pratiquées à la base. Il haussa les épaules. C'est sans doute ce qui provoque en partie la rancœur des techniciens à leur égard. Les robots ne sont que trop enclins à vous faire sentir leur supériorité scientifique. Pourriez-vous tenter de voir s'il n'est intervenu aucun changement, aucune détérioration de leur patron mental depuis leur sortie des chaînes d'assemblage? Pas encore, mais je n'y manquerai pas. Il agita un doigt fuselé dans sa direction. Vous commencez à perdre votre sang-froid, Suzanne. Je ne vois pas la nécessité de dramatiser. Ils sont essentiellement inoffensifs. Vraiment? Calvin s'enflamma. Inoffensif? Vraiment? Vous rendez-vous compte que l'un d'eux ment? L'un des 63 robots que je viens d'interroger a délibérément menti après avoir reçu l'ordre strict de dire la vérité.
L'anomalie indiquée est profondément imprégnée et me donne les plus grandes craintes. » Peter Bourget sentit ses dents se serrer les unes contre les autres. « Oh, pas le moins du monde, » dit-il. « Réfléchissez. Nestor X avait reçu l'ordre d'aller se perdre. Cet ordre lui était donné du ton le plus pressant par la personne qui possédait le plus d'autorité pour le commander. Vous ne pouvez contrebalancer cet ordre en invoquant une urgence supérieure, ni une autorité prépondérante. À vrai dire, j'admire objectivement son ingéniosité. Comment pouvait-il mieux se perdre qu'au milieu d'un groupe de robots rigoureusement semblables à lui-même? »« Oui, cela vous ressemble bien de l'admirer. J'ai décelé en vous de l'amusement, Peter. De l'amusement et un manque déconcertant de compréhension. Êtes-vous un roboticien, Peter? Ces robots attachent de l'importance à ce qu'ils considèrent comme de la supériorité. Vous l'avez dit vous-même. Ils sentent dans leur subconscient que les hommes leur sont inférieurs, et la première loi qui nous protège contre eux est imparfaite. Ils sont instables. Or, nous avons ici le cas d'un jeune homme qui ordonne à un robot de le quitter avec toutes les apparences verbales du dégoût, de la répulsion et du dédain. Sans doute, ce robot doit exécuter les ordres reçus, mais son subconscient en éprouve du ressentiment. Il estimera qu'il est plus important que jamais de prouver sa supériorité, tellement important peut-être que ce qui subsistera de la première loi ne suffira plus. Comment voulez-vous, Suzanne, qu'un robot puisse connaître le sens de la kyrielle de grossièreté qu'on lui a lancée au visage? Le langage ordurier ne figure pas au programme des notions dont son cerveau a été imprégné. L'imprégnation originelle n'est pas tout, rétorqua Calvin. Les robots possèdent la faculté d'apprendre, imbécile. Cette fois, Bourget comprit qu'elle avait réellement perdu son sang-froid. Croyez-vous qu'il n'ait pas senti à l'intonation que ces paroles n'avaient rien d'une louange? Ne croyez-vous pas qu'il ait déjà entendu ces mêmes mots et établi un rapport avec les circonstances au cours desquelles ils étaient employés? « Oh, dans ce cas !» hurla Bourget. « Auriez-vous la bonté de me dire en quelle manière un robot modifié pourrait s'attaquer à un homme, ou, si vous préférez, se venger de lui? Quelle que soit l'offense qu'il ait subie, quel que soit son désir de faire la preuve de sa supériorité. » « Je vais vous donner un exemple. Êtes-vous disposé à m'écouter? »« Oui !» Ils se penchaient l'un vers l'autre au-dessus de la table, les regards rivés l'un à l'autre comme deux coqs de combat. « Si un robot modifié venait à laisser choir une lourde masse sur un être humain, dit la psychologue, il n'enfreindrait pas la première loi si, ce faisant, il avait la certitude que sa force et sa rapidité de réflexe lui permettraient de dévier la masse avant qu'elle n'atteigne l'homme. Cependant, une fois que le poids aurait quitté ses doigts, il cesserait de participer activement à l'action. Seule la force aveugle de la pesanteur demeurerait en cause. Le robot pourrait alors changer d'idée et, par simple inertie, permettre au poids de venir frapper le but. La première loi modifiée permet un tel artifice. C'est là un prodigieux déploiement d'imagination. C'est justement ce qu'exige parfois ma profession, Peter. Cessons de nous quereller. Travaillons plutôt. Vous connaissez la nature exacte du stimulus qui a déterminé le robot à se perdre. Vous possédez les diagrammes de son patron mental originel. Je voudrais que vous me disiez dans quelle mesure notre robot est capable d'accomplir une action similaire à celle dont je viens de vous parler. Non pas la réaction spécifique, notez bien, mais tout l'ensemble de réponses. Je vous demanderai de me fournir ce renseignement au plus vite. Et dans l'intervalle? Et dans l'intervalle, nous allons essayer les tests de performance directement liés aux implications de la première loi. Sur sa propre demande, Gérald Black supervisait la mise en place des cloisons de bois qui poussaient comme des champignons en un cercle ventru, au 3e étage voûté du bâtiment de radiation 2. Les hommes travaillaient silencieusement dans l'ensemble, mais plus d'un s'étonnait ouvertement de la présence des 63 cellules photoélectriques
en cours d'installation. L'un d'eux vint s'asseoir près de Black, retira son chapeau et passa pensivement sur son front un avant-bras criblé de taches de rousseur. « Comment ça marche, Walensky ?» demanda Black. L'interpellé haussa les épaules et alluma un cigare. « Moi, comme sur des roulettes. Que se passe-t-il donc, docteur? D'abord, le travail est arrêté pendant 3 jours, et puis, tout d'un coup, c'est ce tas de trucs. » 2 spécialistes en robots sont venus de la Terre. Vous vous souvenez des ennuis que nous ont causés les robots en se précipitant dans les champs de rayons gamma, avant que nous n'ayons réussi à leur enfoncer dans le crâne qu'ils devaient s'en abstenir? Oui. N'avons-nous pas reçu de nouveaux robots? Quelques remplaçants, mais il s'agissait surtout d'un travail d'endoctrinement. Les constructeurs voudraient mettre au point des robots qui résistent davantage aux rayons gamma. Au premier abord, cela paraît bizarre d'interrompre tous les travaux sur la propulsion pour une histoire de robot. Je croyais qu'on ne devait interrompre à aucun prix les recherches sur la propulsion. Ce sont les gens du dessus qui en décident. Personnellement, je me contente de faire ce qu'on me dit. Encore une histoire de piston, probablement. Ouais, dit l'électricien en souriant et en clignant de l'œil d'un air entendu. On a des relations à Washington, mais tant que ma paye tombe régulièrement, je n'ai pas à y mettre le pied. La propulsion n'est pas mon affaire. Qu'ont-ils l'intention de faire ici? Comment voulez-vous que je le sache? Ils ont amené une collection de robots, plus de 60, et ils vont mesurer leur réaction. C'est tout ce que je sais. Combien de temps cela prendra-t-il? Ouais, je voudrais bien le savoir. Dit Walensky, avec une lourde ironie. Tant qu'ils me paieront régulièrement mon salaire, ils pourront se livrer à leur guise et leurs petits jeux de société. Black se sentait satisfait et calme. Que l'histoire se répande donc. Elle était inoffensive et suffisamment proche de la vérité pour émousser la curiosité. Un homme s'assit sur la chaise, immobile, silencieux. Un poids se décrocha, tomba vers le sol, puis fut rejeté sur le côté au dernier moment par la poussée synchronisée d'un champ de force. Dans 63 cellules de bois, 63 robots NS2 aux aguets s'élancèrent en avant dans la fraction de seconde précédant l'instant où le poids se trouvait dévié de sa trajectoire. Et 63 cellules photoélectriques, placées à 1,50 m devant eux, actionnèrent le stylet traceur qui laissa un petit trait sur le papier. Le poids se releva et retomba, se releva et retomba. 10 fois. Et 10 fois, les robots bondirent en avant et s'immobilisèrent, tandis que l'homme demeurait assis, indemne. Le major général Kalner n'avait plus porté son uniforme de gala depuis le premier dîner de réception des représentants de l'US Robot. Il était en chemise, de couleur gris-bleu, le col ouvert et la cravate dénouée. Il jeta un regard d'espoir sur Baugé, toujours tiré à 4 épingles, et dont la tension intérieure ne se trahissait que par une légère moiteur aux tempes. « Quelle tournure cela prend-il » demanda le général. « Que cherchez-vous à voir ?» Une différence qui pourrait se révéler un peu trop subtile pour notre dessein, j'en ai peur, répondit Baugé. Pour 62 de ces robots, la force qui les contraignait à bondir vers l'homme, apparemment en danger, constitue ce que nous appelons en robotique une réaction forcée. Même lorsque les robots se sont aperçus que l'homme en question ne courait aucun danger, vous l'avez vu, et, au bout de la 3e ou 4e épreuve, il leur était impossible d'en douter. Ils n'ont pu néanmoins se retenir. La première loi l'exige. Et alors? Mais le 63e robot, le Nestor modifié, n'est pas soumis à un semblable tropisme. Il demeurait libre de ses actes. S'il avait voulu, il serait demeuré sur son siège. Malheureusement, et sa voix avait une légère intonation de regret, il en a décidé autrement. Pour quelle raison, à votre avis? Baugé haussa les épaules. Je suppose que le docteur Calvin nous le dira dès son arrivée. Son interprétation sera affreusement pessimiste, je le crains. Elle est un peu agaçante par moments. Sa compétence ne fait aucun doute, je suppose. S'enquit le général en fronçant soudain les sourcils avec inquiétude. Certes, certes. Baugé parut amusé. Elle est tout à fait compétente. Elle comprend les robots comme le ferait une sœur.
Sans doute est-ce parce qu'elle porte une telle haine aux humains. Oui, c'est bien cela. C'est une véritable névrosée avec de légères tendances à la paranoïa. Il ne faut pas la prendre trop au sérieux. Il étendit devant lui la longue rangée des graphiques. Voyez-vous, général, pour chaque robot, l'intervalle séparant le décrochage du poids du moment où il a parcouru la distance d'1,50 m tend à décroître après chaque épreuve nouvelle. Une relation mathématique gouverne un tel rapport, et si des divergences se produisaient dans les résultats, ce serait l'indice d'une anomalie marquée dans le cerveau positronique. Malheureusement, tout est parfaitement normal. Mais si notre Nestor 10 ne répond pas à une impulsion irrésistible, comment se fait-il que la courbe ne soit pas différente des autres? Je ne comprends pas. L'explication est assez simple. Les réactions robotiques ne sont pas parfaitement analogues aux réactions humaines, et c'est grand dommage. Chez les humains, l'action volontaire est bien plus lente que les réflexes. Ce n'est pas le cas chez les robots. Chez eux, seule importe la liberté du choix, et à part cela, la vitesse d'exécution des actions volontaires, ou commandées, est sensiblement la même. J'espérais que Nestor 10 se serait laissé surprendre à la première expérience, ce qui se serait soldé par un délai de réponse plus long. Et cela ne s'est pas produit. Hélas. Alors nous sommes toujours dans l'impasse. Le général se renversa sur son siège avec une expression de souffrance. À ce moment précis, Suzanne Calvin entra dans la pièce et claqua la porte derrière elle. « Rangez vos diagrammes, Peter !» s'écria-t-elle. « Vous voyez bien qu'ils ne font apparaître aucun résultat. » Elle marmonna quelques mots avec impatience, en voyant Kalner se lever à demi pour l'accueillir. « Il va nous falloir essayer autre chose, et rapidement. Je n'aime pas du tout la tournure que prennent les choses. » Boger échangea un regard résigné avec le général. « Encore de nouveaux ennuis ?»« Non, pas spécifiquement, mais je suis inquiète de voir Nestor 10 nous glisser continuellement entre les doigts. C'est très fâcheux. Cela ne peut qu'exacerber encore le sentiment qu'il a de sa supériorité. Désormais, ses motivations ne consistent plus simplement à l'accomplissement des ordres, je le crains. Cela se transforme en une véritable obsession. Battre à tout prix les hommes sur le terrain de la ruse et de l'ingéniosité. C'est là une situation malsaine et dangereuse. Peter, avez-vous procédé aux opérations que je vous ai demandées? Avez-vous déterminé les facteurs d'instabilité du NS2 dans le sens que je vous ai indiqué? Elles sont en cours, dit le mathématicien avec indifférence. Elle le dévisagea avec colère durant un moment, puis se tourna vers Kalner. Nestor 10 est parfaitement conscient des pièges que nous lui tendons. Il n'avait pas la moindre raison de se jeter sur l'appât que constituait cette expérience, surtout après la première épreuve, où il a certainement constaté que notre sujet ne courait aucun danger. Les autres ne pouvaient agir autrement, mais notre compère falsifiait délibérément ses réactions. « Alors que faire à présent, docteur Calvin ?» Le mettre dans l'impossibilité de falsifier une réaction la prochaine fois. Nous allons recommencer l'expérience, mais en la corsant. Des câbles à haute tension, susceptibles d'électrocuter les modèles Nestor, seront placés entre le sujet et les robots, et en quantité suffisante pour qu'ils ne puissent pas les franchir d'un bond. Et on prendra soin de leur faire savoir à l'avance qu'ils ne peuvent toucher au câble sous peine de mort instantanée. « Oh, halte là !» s'écria soudain Boger avec virulence. « J'oppose mon veto à cette expérience. Nous n'allons pas électrocuter des robots valant 2 millions de dollars pour retrouver Nestor 10. Il y a d'autres moyens. » Vous en êtes certain? Il ne me semble pas que vous en ayez trouvé beaucoup. En tout cas, il ne s'agit pas d'électrocuter qui que ce soit. Nous pouvons disposer sur la ligne un relais qui coupera le courant dès que le câble sera soumis à une pesée. Par conséquent, si le robot venait à le toucher par accident, il n'en pâtirait guère, mais il n'en saura rien naturellement. Une lueur d'espoir s'alluma dans les yeux du général. « Pensez-vous obtenir un résultat ?»« Logiquement, oui. Dans ces conditions, Nestor 10 ne devrait pas quitter sa chaise. On pourrait lui donner l'ordre de toucher les câbles et de succomber, car la seconde loi de l'obéissance possède la prépondérance sur la troisième loi, qui concerne l'instinct de conservation.
mais on ne lui donnera aucun ordre. Il sera livré à ses seules ressources, comme les autres robots. Les robots normaux, obéissant à la première loi, qui leur fait un devoir de protéger les hommes, se précipiteront, tête baissée, au-devant de la mort, même sans qu'il soit besoin de leur en donner l'ordre. Mais pas notre Nestor 10. Comme les prescriptions de la première loi sont réduites en ce qui le concerne, et qu'il n'aura reçu aucun ordre, la troisième loi sera prépondérante pour déterminer son comportement, et il n'aura d'autre ressource que de demeurer sur son siège. L'expérience aura-t-elle lieu cette nuit? Cette nuit, répondit la psychologue, si les câbles peuvent être installés à temps. À présent, je vais prévenir les robots de ce qui les attend. Un homme était assis sur la chaise, immobile et silencieux. Un poids se décrocha, tomba, puis au dernier moment fut repoussé par un champ de force. L'opération n'eut lieu qu'une seule fois, et de sa petite chaise, à l'intérieur de la cabine observatoire disposée sur le balcon, le docteur Suzanne Calvin se leva en poussant un cri d'horreur. 63 robots étaient demeurés tranquillement sur leurs chaises, regardant avec des yeux bovins l'homme qui venait prétendument de courir un danger devant eux. Aucun d'eux n'avait fait le moindre geste. Le docteur Calvin était furieuse au-delà de toute expression. D'autant plus furieuse qu'elle n'osait pas le montrer aux robots qui entraient un à un dans la pièce pour s'éclipser un peu plus tard. Elle vérifia sa liste. C'était le tour du numéro 28. Encore 35 à interroger. Le numéro 28 entra avec méfiance. Elle se contraignit à garder un calme raisonnable. « Et qui êtes-vous » Le robot répondit d'une voix lente et incertaine. « Je n'ai pas encore reçu de numéro personnel, madame. Je suis un robot NS2, et j'occupais le numéro 28 dans la rangée à l'extérieur. Voici un papier que je dois vous remettre. » « Vous n'êtes pas encore entré dans cette pièce au cours de la journée ? » ?»« Non, madame. » « Asseyez-vous. Je voudrais vous poser quelques questions, numéro 28. Vous trouviez-vous dans la chambre de radiation du bâtiment 2 il y a environ 4 heures ? Le robot manifesta quelques difficultés à répondre. Puis, d'une voix éraillée, semblable à un train d'engrenage où la rouille remplacerait l'huile. « Oui, madame. » « Un homme s'est trouvé en danger dans cette pièce, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, madame. » « Vous n'avez rien fait, n'est-ce pas ? » ?»« Non, madame. » « L'homme aurait pu être grièvement blessé du fait de votre inertie, vous le savez ? » ?»« Oui, madame. Mais je n'ai pu faire autrement, madame. » Il est difficile de concevoir qu'une large face métallique, totalement inexpressive, puisse se contracter. C'est pourtant l'impression qu'elle donna. Je voudrais que vous me disiez exactement pourquoi vous n'avez rien tenté pour le sauver. Je voudrais vous expliquer, madame. Je ne voudrais pas que vous-même, ou quiconque, puissiez me croire capable d'un acte susceptible de causer du dommage à un maître. Oh non, ce serait horrible, inconcevable. Ne vous affolez pas, mon garçon. Je ne vous reproche rien, je voudrais simplement savoir ce que vous avez pensé à ce moment. Madame, avant que cela ne commence, vous nous avez dit que l'un des maîtres se trouverait en danger du fait de ce poids qui continue à tomber, et que nous devrions passer à travers les câbles électriques si nous voulions le sauver. Cela ne m'aurait pas arrêté, madame. Que représente ma destruction lorsqu'il s'agit de sauver un maître? Mais il m'a paru que si je mourais en me portant à son secours, je n'arriverais cependant pas à le sauver. Le poids viendrait l'écraser, et je serais mort pour rien, et peut-être plus tard, un maître serait victime d'un accident, ce qui ne se serait pas produit si j'avais survécu. Comprenez-vous cela, madame? Vous voulez dire par là que vous aviez le choix entre laisser l'homme périr seul, ou de succomber en même temps que lui? Est-ce bien cela? Oui, madame. Il était impossible de sauver le maître.
On pouvait considérer qu'il était déjà mort. Dans ce cas, il était inconcevable que je puisse consentir à ma destruction pour rien, et sans avoir reçu l'ordre. La robopsychologue faisait tourner machinalement un crayon entre ses doigts. 27 fois déjà, elle avait entendu la même histoire, avec de légères variantes. « Votre raisonnement ne manque pas de justesse, dit-elle, mais je ne m'y attendais guère de votre part. Est-ce vous qui l'avez échafaudé vous-même » Le robot hésita. « Non. »« Qui, alors ?»« Nous bavardions l'autre nuit, lorsque l'un de nous a émis cette idée, qui nous a paru logique. »« Lequel d'entre vous ?» Le robot réfléchit profondément. « Je ne sais pas. Je n'ai pas remarqué. » Elle soupira. « C'est tout. Vous pouvez disposer. » Puis ce fut le tour du 29. Encore 34 hôtes après lui. Le major général Kalner, lui non plus, n'était pas content. Depuis une semaine, l'hyperbase était totalement immobilisée. Depuis près d'une semaine, les deux plus grands experts en la matière avaient aggravé la situation en procédant à des tests inutiles. Et voilà qu'à présent ils faisaient, ou du moins la femme faisait, d'impossibles propositions. Fort heureusement pour l'ambiance générale, Kalner jugeait impolitique de montrer ouvertement sa colère. « Pourquoi pas ?» insistait Suzanne Calvin. « La situation présente est évidemment catastrophique. La seule façon d'obtenir des résultats dans le futur, si toutefois on peut parler de futur en ce qui nous concerne, c'est de séparer les robots. Nous ne pouvons les maintenir groupés plus longtemps. » « Cher docteur Calvin, » grommela le général dont la voix avait atteint les notes les plus basses du registre de baryton. « Je ne vois pas comment je pourrais isoler individuellement 63 robots dans l'espace dont je dispose. » Le docteur Calvin leva les bras en un geste d'impuissance. « Dans ce cas, je ne puis plus rien. Nestor X imitera les faits et gestes de ses collègues, ou les persuadera de s'abstenir des actes qu'il ne peut pas accomplir. Voilà. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans de beaux draps. Nous livrons combat à ce petit robot égaré, et il ne cesse de marquer des points sur nous. Chaque victoire nouvelle remportée par lui aggrave son caractère anormal. » Elle se leva avec détermination. « Général Kalner, si vous n'isolez pas les robots individuellement, comme je vous le demande, je ne puis faire autrement que d'exiger la destruction immédiate des 63 robots au grand complet. »« Vous l'exigez, n'est-ce pas ?» intervint brusquement Baugé. Puis, avec une colère non feinte, « Qu'est-ce qui vous donne le droit de formuler une pareille exigence ? Ces robots demeureront tels qu'ils sont. C'est moi qui suis responsable de la direction, et pas vous. »« Et moi » ajouta le major général Kalner. « Je suis responsable de la base devant le coordinateur mondial, et je veux que cette question soit réglée. » « Dans ce cas, » rétorqua Calvin, « il ne me reste plus qu'à donner ma démission. S'il me faut recourir à cette extrémité pour vous contraindre à cette indispensable destruction, j'en appellerai à l'opinion publique. Ce n'est pas moi qui ai donné mon accord à la mise en chantier de robots modifiés. » « Si vous vous avisez de proférer un seul mot en violation des mesures de sécurité, docteur Calvin, » dit le général avec force, « je vous ferai emprisonner immédiatement. » Voyant les choses prendre cette tournure, Baugé intervint d'une voix suave. « Nous commençons, je crois, à nous conduire comme des enfants. Ce qu'il nous faut, c'est un nouveau délai. Il n'est pas possible que nous ne parvenions pas à battre un robot à son propre jeu sans donner notre démission, faire emprisonner les gens ou réduire en poussière de millions de dollars. » La psychologue se tourna vers lui avec une froide violence. « Je ne supporterai pas la présence sur cette base d'un robot déséquilibré. L'un des Nestors l'est de façon irrémédiable. 11 autres le sont en puissance et 62 robots normaux se meuvent dans une atmosphère de déséquilibre permanent.
La seule méthode susceptible de nous apporter une sécurité complète est leur destruction intégrale. Le bourdonnement avertisseur vint les interrompre à ce moment et jeter une douche froide sur les passions qui bouillonnaient en eux, avec une intensité croissante. « Entrez !» grommela Kellner. C'était Gérald Black. Il paraissait troublé. Il avait entendu des voix irritées. « J'ai cru bon de venir personnellement. Je ne voulais pas charger quelqu'un d'autre. De quoi s'agit-il? Pas de tergiversation. » Les serrures du compartiment C dans le vaisseau marchand semblent avoir été l'objet d'une tentative d'effraction. Elles portent des éraflures fraîches. « Le compartiment C ?» s'exclama vivement le docteur Calvin. « C'est celui où sont enfermés les robots, n'est-ce pas? Qui s'est permis ?»« De l'intérieur, » répondit laconiquement Black. « La serrure n'est pas détériorée, j'espère ?» ?»« Non, elle n'a pas souffert. Je demeure sur le vaisseau depuis 4 jours maintenant, et aucun d'eux n'a tenté de sortir. Mais j'ai pensé qu'il valait mieux vous avertir. Je ne voulais pas ébruiter le fait, c'est moi qui ai fait personnellement cette observation. « Y a-t-il quelqu'un sur place en ce moment ?» demanda le général. « J'y ai laissé Robin et Macadam. » Un silence songeur suivit. « Eh bien ?» demanda le docteur Calvin ironiquement. Kellner se frotta le nez avec incertitude. « Que signifie cette tentative ?» N'est-ce pas évident? Nestor 10 se prépare à s'enfuir. Cet ordre lui enjoignant de se perdre prend le pas sur l'état normal de son psychisme, au point de déjouer tout ce que nous pouvons tenter à son encontre. Je ne serais pas surprise que ce qui subsiste en son cerveau, des imprégnations de la première loi, ne soit pas suffisant pour contrebalancer cette tendance. Il est parfaitement capable de s'emparer du vaisseau et de s'enfuir à son bord. Et cette fois, nous serions confrontés avec un robot dément à bord d'un vaisseau spatial. Et ensuite, on peut tout attendre de sa part. Persistez-vous toujours à vouloir les maintenir groupés, général? Sottise! Interrompit Boger. Il avait recouvré sa suavité. Voilà bien du tapage pour quelques malheureuses éraflures sur un verrou de sûreté. Puisque vous donnez ainsi votre opinion sans qu'on la sollicite, docteur Boger, avez-vous déterminé l'analyse que je vous ai demandée? Oui. Puis-je la voir? Non. Pourquoi pas? À moins que cette question ne soit, elle aussi, indiscrète? Parce qu'elle ne présente aucun intérêt, Suzanne. Je vous avais prévenu que ces robots modifiés sont moins stables que les normaux, et mon analyse le met en évidence. Il existe une certaine chance, très petite en vérité, de les voir craquer dans certaines conditions extrêmes, fort improbables d'ailleurs. Laissons les choses en l'état. Je n'apporterai pas de l'eau à votre moulin pour vous permettre d'obtenir la destruction absurde de 62 robots en parfait état de fonctionnement pour la seule raison que vous avez été incapable de découvrir jusqu'à présent Nestor 10, qui se cache parmi eux. Suzanne Calvin le toisa des pieds à la tête, et ses yeux se remplirent de dégoût. Vous ne vous laisserez retenir par aucun obstacle pour parvenir à la direction permanente, n'est-ce pas? Je vous en prie, intervint Kellner avec agacement. Continuez-vous à prétendre qu'on ne peut plus rien tenter, docteur Calvin? Je ne vois rien, général, dit-elle avec lassitude. Si seulement il existait d'autres différences entre Nestor 10 et les autres robots, des différences qui ne mettraient pas en cause la première loi, ne fût-ce qu'une seule, qui concerne par exemple l'imprégnation, l'environnement, la spécification. Elle s'interrompit brusquement. Qu'y a-t-il? Je viens d'avoir une idée. Je crois... Ses yeux se firent lointains et durs. Ces Nestors modifiés, Peter, sont soumis à la même imprégnation que les robots normaux, n'est-ce pas? Oui, exactement les mêmes. Que disiez-vous donc, monsieur Black? Dit-elle en se tournant vers le jeune homme, qui, à la suite de la tempête provoquée par son intervention, s'était réfugié dans un silence discret. En vous plaignant de l'attitude condescendante des Nestors, vous m'avez dit que les techniciens leur avaient appris tout ce qu'ils savaient. Oui, en physique de l'éther.
Ils ne sont pas au courant du sujet lorsqu'ils débarquent ici. C'est exact, dit Boger surpris. Je vous ai dit, Suzanne, lorsque j'interrogeais les autres Nestors, que les deux nouveaux arrivés n'avaient pas encore appris leur physique de l'éther. Pourquoi cela? Le docteur Calvin s'exprimait avec une agitation croissante. Pourquoi les modèles NS2 ne sont-ils pas imprégnés de physique de l'éther dès le départ? Je puis vous répondre, dit Kellner. Cela fait partie du secret. Nous avons pensé que si nous commandions un modèle spécial connaissant la physique de l'éther, que nous utilisions 12 d'entre eux en affectant les autres à des départements non spécialisés en la matière, nous pourrions faire naître des soupçons. Des hommes travaillant aux côtés des Nestors normaux pourraient s'étonner de leur connaissance de la physique de l'éther. On les a donc simplement imprégnés en leur conférant les capacités nécessaires pour travailler dans ce domaine. Seuls ceux qui sont affectés à ce secteur particulier reçoivent la formation nécessaire. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Je comprends. Puis-je vous demander de me laisser seul? Accordez-moi un délai d'1 heure environ. Suzanne Calvin ne se sentait pas le courage d'affronter une 3e fois la corvée. Elle l'avait envisagée et rejetée avec une violence qui la laissait pleine de nausées. Reprendre le monotone interrogatoire, écouter les mêmes réponses inlassablement répétées, lui semblait au-dessus de ses forces. Ce fut donc Boger qui se chargea de poser les questions, tandis qu'elle demeurait à l'écart, l'esprit et les yeux mi-clos. Entra le numéro 14. Il en restait encore 49. Boger leva les yeux de la feuille de référence. Quel est votre numéro d'ordre? 14, monsieur. Le robot présenta son ticket numéroté. Asseyez-vous, mon garçon. Vous n'êtes pas déjà venu dans cette pièce aujourd'hui? Non, monsieur. Eh bien, un homme se trouvera en danger peu de temps après que nous en aurons terminé. En fait, lorsque vous quitterez cette pièce, vous serez conduit dans une stalle où vous attendrez tranquillement qu'on ait besoin de vous, c'est compris? Oui, monsieur. Naturellement, si un homme se trouve en danger, vous essaierez de vous porter à son secours. Naturellement, monsieur. Malheureusement, entre cet homme et vous-même se trouvera un champ de rayons gamma. Silence. Savez-vous ce que sont les rayons gamma? Demanda brusquement Boger. Des radiations énergétiques, monsieur. La question suivante fut posée d'une façon amicale et naturelle. Avez-vous déjà travaillé sur les rayons gamma? Non, monsieur. La réponse était nette, sans embâge. Eh bien, les rayons gamma sont capables de vous tuer instantanément en détruisant votre cerveau. C'est un fait que vous devez connaître et vous rappeler. Naturellement, vous n'avez pas envie de vous détruire. Naturellement. De nouveau, le robot parut choqué, puis il reprit lentement. Mais, monsieur, si les rayons gamma se trouvent entre moi-même et le maître que je dois secourir, comment pourrais-je le sauver? Je me détruirais sans obtenir aucun résultat. En effet. Boger prit un air perplexe. La seule chose que je puisse vous conseiller, au cas où vous détecteriez la présence de rayons gamma entre vous-même et l'homme en danger, c'est de rester où vous êtes. Le robot parut visiblement soulagé. Merci, monsieur. Toute tentative serait inutile, n'est-ce pas? Bien entendu. Mais si les radiations dangereuses n'existaient pas, ce serait une toute autre affaire. Naturellement, monsieur. Cela ne fait pas le moindre doute. Vous pouvez disposer maintenant. L'homme qui se trouve de l'autre côté de la porte vous conduira à votre stalle. C'est là que vous devrez attendre. Après le départ du robot, il se tourna vers Suzanne Calvin. « Eh bien, Suzanne, cela n'a pas trop mal marché, il me semble. »« Très bien, » répondit-elle d'un ton morne. « Pensez-vous que nous pourrions démasquer Nestor 10 en lui posant des questions rapides sur la physique de l'éther ?»« Peut-être, mais je n'en suis pas suffisamment sûr. » Ses mains gisaient inertes sur ses genoux. « Il nous livre bataille, ne l'oubliez pas. Il est sur ses gardes. Nous n'avons qu'une seule façon de le démasquer. C'est de le battre à son propre jeu. Et, dans la limite de ses facultés, il peut penser beaucoup plus rapidement qu'aucun être humain. »
Histoire de plaisanter, supposons qu'à partir de maintenant, nous posions au robot quelques questions sur les rayons gamma. Les limites de longueur d'onde, par exemple. Non! Les yeux du docteur Calvin jetèrent des étincelles. Il lui serait trop facile de nier toute connaissance du sujet, et il serait prévenu contre le test à venir, qui est notre chance réelle, je vous en prie. Conformez-vous aux questions que j'ai indiquées, Peter, et n'essayez pas d'improviser. C'est déjà frôler un terrain dangereux que de leur demander s'ils ont travaillé sur les rayons gamma. Et efforcez-vous de manifester encore moins d'intérêt lorsque vous reposez la question. Baugé haussa les épaules et pressa le bouton qui convoquait le numéro 15. La grande salle de radiation était prête une fois de plus. Les robots attendaient patiemment dans leurs cellules de bois, ouvertes au centre, mais qui les isolaient les uns des autres. Le major général Calner s'épongea lentement le front avec un vaste mouchoir, tandis que le docteur Calvin vérifiait les derniers détails en compagnie de Black. « Vous êtes certain, à présent, demanda-t-elle, qu'aucun des robots n'a eu l'occasion de parler avec ses congénères après avoir quitté la salle d'orientation? » « Absolument certain, » répondit Black. « Pas un mot n'a été échangé. »« Et les robots sont placés dans les stalles prévues. » »« Voici le plan. » La psychologue regarda pensivement le document. Le général pencha la tête par-dessus son épaule. « Quelle est l'idée qui a présidé à cette disposition, docteur Calvin ?» J'ai demandé que soient concentrés de ce côté du cercle les robots qui m'ont paru altérer la vérité, aussi peu que ce soit. Cette fois, je me placerai moi-même au centre, et je les surveillerai particulièrement. « Vous allez vous asseoir au centre ?» s'exclama Baugé. « Pourquoi pas ?» demanda-t-elle froidement. « Ce que je m'attends à voir sera peut-être très fugitif, et je ne puis risquer de confier à un autre le rôle d'observateur principal. Peter, vous vous tiendrez dans la cabine d'observation et vous garderez l'œil sur le côté opposé du cercle. Général, je me suis arrangé pour faire filmer individuellement chaque robot, au cas où l'observation visuelle ne suffirait pas. S'il en est besoin, les robots devront demeurer rigoureusement à leur place jusqu'au moment où les images auront été développées et étudiées. Aucun d'eux ne doit quitter la pièce. Aucun ne doit changer de place. Est-ce clair? Parfaitement. Alors, essayons une dernière fois. Suzanne Calvin s'assit dans la chaise, silencieuse, les yeux agités d'un mouvement incessant. Un poids tomba, puis fut écarté au dernier moment par un champ de force. Un seul robot se dressa tout droit, fit 2 pas, et s'arrêta. Mais le docteur Calvin était déjà debout, le doigt tendu. « Nestor 10, venez ici !» cria-t-elle. « Venez ici! Venez ici !» Lentement, à regret, le robot fit un autre pas. La robot-psychologue cria à tue-tête, sans quitter des yeux le robot. « Faites sortir tous les autres robots de la pièce, vite, et surtout, qu'ils ne rentrent plus !» On entendit le martèlement de pieds durs sur le plancher. Elle ne détourna pas les yeux. Nestor 10, c'était bien lui, fit un autre pas, puis 2 encore, subjugué par le geste impérieux du docteur Calvin. Il ne se trouvait plus qu'à 3 mètres de distance lorsqu'il dit d'une voix hargneuse. « On m'a dit d'aller me perdre. » Un autre arrêt. « Je ne dois pas désobéir. On ne m'a pas retrouvé jusqu'à présent. Il me croyait un raté. Il m'a dit « Mais ce n'est pas vrai. Je suis plus intelligent, plus puissant. » Les mots sortaient par intermittence. Un autre pas. « J'en sais beaucoup. Il s'imaginerait. Je veux dire que j'ai été démasqué. Ignoble. Pas moi. Je suis intelligent. Et surtout par un maître qui est faible, lent. » Nouveau pas. Et un bras de métal vola brusquement vers son épaule.
et elle sentit le poids qui la faisait plier. Sa gorge se serra, et elle sentit un cri jaillir de sa poitrine. Dans un brouillard, elle entendit les paroles suivantes de Nestor Dys. « Nul ne doit me trouver, aucun maître. » Et le métal froid s'apesantissait sur elle et la faisait plier. Il y eut soudain un bruit métallique bizarre. Elle se retrouva sur le sol sans avoir éprouvé de choc, et un bras luisant pesait lourdement sur son corps. Il ne bougeait pas plus que Nestor Dys, étalé près d'elle. Et maintenant des visages se penchaient sur elle. « Êtes-vous blessé, docteur Calvin ?» demandait Gérald Black d'une voix étranglée. Elle secoua faiblement la tête. Ils la dégagèrent du bras qui pesait sur elle et la remirent doucement sur ses pieds. « Que s'est-il passé ?» « J'ai lancé un faisceau de rayons gamma durant 5 secondes, dit Black. Nous ignorions ce qui se passait, mais ce n'est qu'à la dernière seconde que nous avons compris qu'il vous attaquait, et à ce moment, il ne restait plus d'autre recours que les rayons gamma. Il est tombé aussitôt. La dose n'était pas suffisante pour affecter votre organisme. N'ayez aucune inquiétude. » « Je ne suis pas inquiète. » Elle ferma les yeux et s'appuya un instant sur son épaule. « Je ne pense pas que j'ai été vraiment attaqué. Nestor Dys s'efforçait simplement de le faire. Ce qui subsistait de la première loi le retenait encore. » 2 semaines après leur première rencontre avec le major général Callner, Suzanne Calvin et Peter Boger tenaient une dernière conférence avec l'officier. Le travail avait repris à l'hyperbase. Le vaisseau marchand avec à son bord les 62 robots normaux était reparti pour sa destination, avec une version officiellement imposée pour expliquer son retard de 2 semaines. Le croiseur gouvernemental se préparait à ramener les roboticiens sur la Terre. Callner avait revêtu une fois de plus son resplendissant uniforme de cérémonie. Ses gants étaient d'une blancheur éblouissante lorsqu'il serra la main au savant. « Les autres Nestor devront naturellement être détruits, » dit le docteur Calvin. « Ils le seront. Nous les remplacerons par des robots normaux, ou nous nous en passerons si c'est nécessaire. »« Très bien. »« Mais, dites-moi, vous ne m'avez pas expliqué. Comment avez-vous fait ?» Elle eut un petit sourire. « Ah, oui. Je vous aurais exposé mon projet à l'avance si j'avais été certaine de son efficacité. Voyez-vous, Nestor Dys souffrait d'un complexe de supériorité qui ne cessait de croître et de s'amplifier. Il aimait se persuader que lui-même et les autres robots possédaient plus de connaissances que les êtres humains. Il devenait très important pour lui de le croire. Nous le savions. C'est ainsi que nous avons prévenu chacun des robots que les rayons gamma les tueraient, ce qui était vrai, et que des rayons gamma s'interposeraient entre eux et moi-même. C'est pourquoi ils demeurèrent tous à leur place, naturellement. Se conformant à la logique de Nestor Dys adoptée au cours du test précédent, ils avaient décidé unanimement qu'il était inconcevable de tenter de sauver un humain alors qu'il était certain de succomber avant de pouvoir l'atteindre. « Je comprends cela, en effet, docteur Calvin, mais pour quelle raison Nestor Dys a-t-il quitté son siège ?» Ah ! Cela résulte d'un petit complot entre moi-même et le jeune Black. Ce n'étaient pas des rayons gamma qui inondaient l'espace entre les robots et moi, mais des rayons infrarouges, de simples rayons calorifiques, absolument inoffensifs. Nestor Dys savait la vérité, et c'est pourquoi il a fait le geste de s'élancer, comme le feraient, pensait-il, ses congénères, sous l'impulsion de la première loi. Ce n'est qu'une fraction de seconde plus tard qu'il se souvint que les NS2 normaux étaient à même de détecter les radiations, mais sans en pouvoir préciser le type. Le fait que lui-même n'était capable d'identifier les longueurs d'onde qu'en vertu de la formation qu'il avait reçue à l'hyperbase sous la direction de simples êtres humains était trop humiliant pour qu'il lui fût possible de s'en souvenir dans l'instant même. Pour les autres robots,
la zone était fatale, parce que nous le leur avions dit. Or, seul Nestor 10 savait que nous mentions. Ce qui fait que l'espace d'un instant, il a oublié, ou n'a pas voulu se souvenir, que d'autres robots pouvaient être plus ignorants que des êtres humains. C'est sa supériorité même qui l'a trahi. Au revoir, général.